Un beau bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission La vie à Montréal. Comme vous voyez, on a fait une entorse à nos habitudes en ouverture d'émission. On tenait à vous montrer des artefacts. Imaginez, ces objets que vous venez de voir datent de l'an 1000 à 1900. On en parle d'ailleurs dans quelques instants à notre entrevue avec Francine Lelièvre. Moi, j'ai une question à vous poser ce matin pour 2 points. Pourriez-vous me dire quelle a été la première bibliothèque à avoir été mise en service à Montréal? Hein? Il n'y a pas de réponse dans la salle. Eh bien, c'est la Bibliothèque centrale qui est située au 1210 rue Sherbrooke. C'est juste en face du parc La Fontaine et elle a été fondée en 1902. Son style architectural est tout à fait remarquable. Il s'inspire des beaux-arts. Vous savez que la Ville de Montréal met au service de la population tout près de 23 bibliothèques. C'est beaucoup. D'ailleurs, au cours des 3 dernières années, il y a 3 millions de personnes, dont 235 000 abonnés, qui ont fréquenté ces lieux et ils ont eu accès à tout près de 3 millions de documents. On vous en donne quelques exemples, soit des livres, des journaux, des revues, des cassettes audio, des disques compacts, des vidéocassettes, des films, des diapositives, des microfilms, des jouets éducatifs et aussi un système de recherche sur microfiches. Ça, c'est très intéressant. Alors, les bibliothèques, il y en a peut-être une dans votre quartier. Je vous rappelle que c'est un beau trésor à découvrir. Et celle de la rue Sherbrooke est particulièrement belle et élégante par son style et les grands espaces. Alors, on vous revient immédiatement après la pause et on vous parle de la Pointe-à-Caillère. Au rythme où tout change aujourd'hui, construire une berline à la fois performante, de haute qualité et à prix abordable est devenu le rêve de tout fabricant. Ce rêve est maintenant une réalité. Voici la toute nouvelle Elantra à 16 soupapes et double abracamontette. Hyundai, au rythme d'aujourd'hui. C'était une journée idéale pour un pique-nique. Nous nous sommes assis par terre, entourés des arbres de notre tendre enfance. Contemplant toute cette vie devant moi, je pensais comme le temps change vite les choses. Et je me demandais si un jour nos enfants, à leur tour, allaient revenir avec leurs propres enfants dans cette même oasis de paix. En entendant leur rire éclater dans le vent, j'étais persuadé que nous avions la réponse en main. Canada Vie. Bonjour. Bonjour, Nicole. Francine, vous êtes directrice du musée. Si on parlait tout d'abord de l'intérêt que vous portez à la Pointe-à-Caillère, pourquoi est-elle si importante, cette pointe? Pointe-à-Caillère, ça va être le futur musée d'archéologie et d'histoire de Montréal. Pourquoi c'est important? Ça fait au moins 10 ans que les archéologues fouillent et trouvent. On a trouvé des centaines de milliers de fragments qui ont tellement d'importance qu'on ne pouvait pas faire autrement que les mettre en valeur, les conserver d'abord, puis les rendre accessibles aux Montréalais. Ça a duré 10 ans, ces fouilles? Oui, puis c'est pas fini, il en reste encore quelques-unes. Alors donc, c'est un site historique et il n'était pas question de mettre la pelle mécanique là-dedans. C'était le site de fondation de Montréal. On en a juste un. Oui. On a trouvé le premier cimetière, 1642-1654. Et vous avez fouillé, puis on y va de façon très parcimonieuse, hein? À la truelle. Ah, le travail d'un archéologue, c'est la rigueur, la précision, la délicatesse. Parlez-moi de certaines belles pièces que vous avez trouvées là, qui ont fait votre joie. Je vous en ai apporté quelques-unes aujourd'hui. Voulez-vous que je vous les présente? J'ai essayé de choisir des pièces qui représentaient un peu les principales influences que vous aviez en Montréal. Les Amérindiens, au point de départ, les Français et les Britanniques. Ça ne veut pas dire que les gens d'aujourd'hui n'ont pas leur valeur, mais je me suis limitée. J'ai 2 pièces amérindiennes. On va les laisser là, on les voit très bien, oui. J'en ai une ici où vous avez un harpon qui servait à faire la pêche, qui date, elle est en os, et elle date entre 1000 et 1500. On dirait du métal. Elle a l'apparence tellement, elle est bien finie. Hein. Ah oui. J'en ai une autre ici, que vous voyez. Celle-ci, c'est un autre harpon amérindien, mais il est en fer.
Et celui-là, il date d'après le contact entre les Européens et les Amérindiens, c'est-à-dire au 17e siècle. Et c'est là qu'on voit l'influence des échanges. Les Français l'ont construit en fer et l'ont évidemment troqué avec les Amérindiens. Il y a quelque chose qui ressemble à un robinet ici. En effet, c'est un robinet de tonneaux de vin. Et on avait l'habitude ici, évidemment, de boire le vin. Et quand les Britanniques sont arrivés, ils ont influencé Montréal, on s'est mis à boire de la bière. Et aujourd'hui, on retourne vers le vin. C'est comme un vignier, dans le fond, vous avez le petit robinet qui permet de... Vignier, la vieille génération de vignier, d'accord. Et pour les Britanniques, je vous ai apporté une superbe fiole. C'est la fiole de longue vie qu'on appelle. C'était une fiole qui a été patentée en 1744 en Grande-Bretagne et que les gens utilisaient comme remède à tous les maux. Et aujourd'hui, on essaie encore de trouver ce remède miracle. Il y a quelque chose qui ressemble à des roches, là. Je me trompe, je suis assurée. Ce sont des pierres à fusil de la période française. Oui. Après l'incendie de 1765, on a retrouvé une centaine. Ils sont un peu endommagés, mais c'est ce qui servait à l'étincelle pour faire, évidemment, que la balle puisse sortir du fusil. Il y a du monde qui ont dû manger là-dedans, hein? Surtout... C'est vous qui l'a servi? Surtout, oui, il a sûrement servi, mais surtout au niveau décoratif et aussi pour un bol à fruits. Ici, vous avez un motif qui a été un motif inventé sous Louis XIV et qui a, je dirais, influencé les arts pendant plus d'un siècle. Et on en retrouve ici. Donc, on avait quand même des objets de bourgeoisie. Il est arrivé avec sa boîte ce matin, il ne fallait pas y toucher, c'était super fragile. Il y en a d'autres, on aura l'occasion sûrement de les voir au musée. Parlez-moi du projet, parce que ça brasse beaucoup sur la rue de la commune. On voit ces ouvriers qui ont érigé un bâtiment absolument énorme. Ça s'appelle l'Éperon. Pourquoi? Oui, la première construction, en somme, le musée, c'est un complexe avec 3 grandes composantes. Oui. L'Éperon, la construction d'un bâtiment moderne, qui va abriter évidemment des vestiges dans son sous-sol, mais surtout qu'il va y avoir en plus une salle qui a été conçue sur 4 étages, qui va être un spectacle multimédia qui raconte l'histoire de Montréal d'une façon absolument inusitée. C'est que tous les espaces, le parterre est vide, contrairement à une salle de spectacle habituelle. Et là, on a des vestiges et des décors de théâtre, des systèmes vidéo, cinéma, son et lumière, des effets spéciaux. Donc, un spectacle total. Ça, c'est l'édifice Éperon. Mais pourquoi vous l'avez appelé l'Éperon? L'éperon, ça veut dire la pointe. Alors, un éperon, c'est une avancée rocheuse. Donc, la pointe à Calière, la pointe était située entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Pierre, qui est maintenant Plessis-Youville. Oui. Donc, le bâtiment est triangulaire, il prend vraiment la forme du terrain. On dit que cette rivière-là est souterraine maintenant, hein? C'est que la rivière a été canalisée au 19e siècle et vous voyez dans les images l'égout collecteur qui a été conçu au 19e siècle. On va avoir, en somme, les visiteurs vont avoir la possibilité de le traverser et de le voir sur une période de... On parle aussi de la crypte. Et oui, la place Royale est peut-être le lieu privilégié où on a vraiment les fondations de tout le développement de Montréal. Les gens ont commencé à Pointe-à-Calière, mais après, ils ont traversé le coteau et ils sont allés du côté au niveau plus élevé à la place Royale. Alors, la place Royale, c'est vraiment le développement des premiers siècles de Montréal. Et là, on a une superposition, un enchevêtrement de vestiges qu'on recouvre avec une crypte pour les protéger d'abord et puis les rendre accessibles. Donc, les gens vont pouvoir circuler en sous-sol, se promener à l'intérieur des vestiges et comprendre, on espère, un peu mieux l'histoire de Montréal. Et vous touchez aussi à l'édifice des douanes. C'est une autre composante, je dirais la 3e. C'est l'ancienne douane, qui était la première douane à Montréal. Et on la réaménage, je dirais, en musée, où on va surtout, il va y avoir la boutique évidemment, mais on va surtout présenter ce que Montréal est aujourd'hui, une résultante, un produit de différentes influences amérindiennes, françaises, britanniques, nord-américaine au 20e siècle et aujourd'hui multiethnique. Est-ce qu'on peut dire qu'à Montréal, c'est presque unique de retrouver un site comme ça et d'être capable de bâtir un musée à 3 bâtiments? C'est unique. Et c'est ce qui en fait sa grande valeur et son intérêt parce qu'il va y avoir une grande diversité. Autant on a un spectacle qui nous émoustille un peu, autant dans la crypte, c'est le recueillement, c'est la relation individuelle avec le vestige, avec les vieilles pierres. Autant dans la douane, c'est des expositions qui sont à caractère plus didactique. Alors, les gens travaillent depuis combien de mois sur la construction du musée et sur, les fouilles archéologiques, etc.? On a commencé en décembre 89 et on termine pour l'été 92. Est-ce que ce sera bel et bien terminé? Est-ce qu'il y a des sceptiques? Peut-être, mais ils seront confondus. Alors, tous les travaux vont bon train?
Les calendriers sont respectés. Et ce tout sera va ouvert bon au train. grand public. Il va y avoir une ouverture officielle, bien entendu. Pour l'été 92? Pour l'été 92. Ben, je vous remercie. C'est un projet tripartite. Oui. 3 niveaux de gouvernement. Je vous remercie, Francine. Ça doit être très excitant pour vous que de participer à un projet comme celui-là. Ah, c'est un beau défi, c'est très stimulant. C'est jamais la même chose d'une journée à l'autre. Ben, alors, n'oubliez pas vos artefacts, hein, c'est précieux. Soyez sans crainte. Merci beaucoup. Merci. Quand je suis entré chez Mazda, je suis tombé de nu. Devant leur offre et autant de choix, c'est le blues que j'ai jamais vu. Dès maintenant, achetez une Mazda 91 en liquidation et obtenez jusqu'à 1000 $ en accessoires optionnels ou une remise équivalente. Vous n'avez que l'embarras du choix. Chez Mazda, c'est le blues du jamais vu. Pense ceci ou bien cela, t'as l'embarras du choix. Chez Mazda, c'est le blues du jamais vu. Du 23 au 28 septembre, Métro présente les jours M. Dépêchez-vous d'en profiter, ça ne dure qu'une semaine. En super vente cette semaine, Métro calibre gros catégorie A, boîte de 8, 69 cents avec coupon. Épaule de porc fumée pique-nique, Métro 89 cents la livre. Banane Dole, produit du Honduras, 29 cents la livre. Papier mouchoir White Swan, boîte de 150, 2 pour 99 cents avec coupon. Les jours M, une autre bonne raison de sourire. Vous êtes chez Métro. Confier l'entretien périodique de votre GM à votre concessionnaire GM est un choix logique. Non seulement votre voiture roulera mieux et plus longtemps, mais les prix et les garanties GM se comparent avantageusement à ce que vous propose la concurrence. En plus de vous donner un service rapide et pratique, les experts de votre concessionnaire GM n'utilisent que des pièces GM authentiques et des produits pour l'auto de qualité. Personne n'entretient mieux votre véhicule GM que votre équipe GM. Je parlais du 350e anniversaire de la Ville de Montréal il y a quelques instants. Nous allons demeurer dans le même créneau. Saviez-vous qu'on a organisé un concours pour trouver une chanson thème, justement, à ce 350e anniversaire? Eh bien, les auteurs-compositeurs sont invités à participer à ce concours. Vous avez jusqu'au 18 octobre pour remettre votre chanson thème. Il y a un premier jury qui va faire une sélection de 10 œuvres. Et par la suite, ces œuvres seront encore une fois jugées, une deuxième fois, les 10 qu'on aura retenus, bien entendu, et la personne gagnera une bourse de 10 000 $. Alors, je pense que ça vaut le coup de vous mettre vraiment au travail. Si vous êtes auteur-compositeur, on pourra peut-être entendre votre chanson tout au cours de l'été 92. Donc, je vous rappelle, les formulaires de participation sont disponibles au bureau de la Corporation du 350e, entre autres. Et je vous donne un numéro de téléphone, le 872-1992. Eh bien là, on fait appel à vous qui nous écoutez, à vous, notre public. On a besoin de votre participation et je m'explique. Si vous connaissez des gens qui œuvrent dans un secteur d'activité exceptionnel, spécialisé, particulier, qui accomplissent des choses exceptionnelles également, qui font du bénévolat ou encore qui ont un passe-temps qui est devenu, avec les années, une véritable passion. Eh bien, vous nous décrivez cette passion, cette implication, cette œuvre bénévole ou cette action que vous avez posée sur un petit bout de papier et vous nous envoyez le tout à l'adresse qui apparaît à l'écran. Télémétropole, La Vie à Montréal, parce que La Vie à Montréal, c'est vous aussi qui l'a faite. Casse postale 170, succursale C, Montréal, Québec, H2L, 4P6. Eh bien, demain, nous parlons de mode avec M. Jean-Claude Poitras, un grand couturier. À demain.